d'être là pour cette conférence sur l'hypnose à l'hôpital. Donc, je suis Nathalie Caplet, je suis responsable de médiation scientifique pour le CIRIC Brio. Alors, juste en deux mots, le CIRIC Brio, en fait, c'est une petite équipe qui aide à structurer, à faciliter la recherche en cancérologie sur Bordeaux, donc en mettant en lien des équipes assez pluridisciplinaires, même avec des sciences humaines et de l'immunologie, d'épidémiologie et de la physique, et surtout mettre en lien aussi des chercheurs de recherche plus fondamentale et des cliniciens. Tout ça pour être plus en lien avec les besoins des patients. Et donc, aujourd'hui, on met en lien, entre autres, des équipes de l'Institut Bergonié, donc le Centre de lutte contre le cancer à Bordeaux, et le CHU de Bordeaux, autour de cette thématique, qui va plus loin aussi que la cancérologie, donc de l'hypnose à l'hôpital. Donc la première partie sera une partie plus type conférence, mais ne vous endormez pas parce qu'on va vous demander de participer. Et puis on aura une partie table ronde et vous pouvez déjà préparer vos questions avec donc des professionnels au profil varié pour répondre, soit là, soit si vous êtes plus timide après sur le stand. Je donne donc la parole au Dr Myriam Cadenne. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Donc, je remercie donc le CIRIC Brio de nous avoir invités à participer à la réalisation de ces événements concernant l'hypnose. Et donc, moi, je suis médecin donc, au CHU de Bordeaux. Je suis rhumatologue, algologue et je suis également la présidente du comité de lutte contre la douleur. Donc là, juste, c'est un petit aperçu pour essayer de répertorier les idées qu'on peut avoir sur l'hypnose. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypnose ? Alors, est-ce que c'est de la manipulation ? Est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que c'est être dans la lune ? Est-ce que c'est un demi-sommeil ? Ou bien de la relaxation ? Est-ce que c'est une psychothérapie ? Du coaching ? De la séduction ? Ou bien est-ce que c'est surnaturel ? En fait, en lisant un petit peu, en regardant sur Internet, quand on regarde hypnose, on retrouve l'hypnose dans ses différentes, entre guillemets, indications. Et si je vous les cite aujourd'hui, c'est que justement, l'hypnose médicale, ce n'est absolument pas tout ça. C'est pas dormez, je le veux. C'est pas perte de contrôle, relation de pouvoir. On n'a aucun pouvoir sur un patient en hypnose. Et ce n'est pas non plus une technique malhonnête pour vous manipuler. Alors, je ne sais pas si ça évoque quelque chose dans votre esprit, toutes ces choses-là. Par contre, ce que nous on voit dans l'hypnose thérapeutique, c'est un état qui est proche d'un état naturel. On a tous des moments où on est en hypnose. On fait des choses sans penser qu'on les fait, et pourtant on les fait bien. C'est aussi de la médecine douce, c'est-à-dire ces techniques complémentaires. Ça s'appuie sur des suggestions, et en général, ce sont des suggestions positives. Vous voyez, la relaxation, le soleil, la sérénité de la nature, la mer, la forêt. Et bien entendu, l'hypnose thérapeutique, ce n'est pas tout ce que peut vous suggérer, que les médias vous suggèrent. Pardon. Ce n'est pas l'emprise sur le cerveau. Ce n'est pas, vous devez le reconnaître, un certain magicien. Ce n'est pas être envoûté par l'hypnose. Ce n'est pas un jeu. C'est plutôt de l'ordre de l'introspection, ou au contraire de l'ouverture au monde, ou tout ce que peut évoquer ce type d'image. Alors, en fait, l'hypnose n'a pas grand-chose à voir avec l'hypnose de théâtre, l'hypnose médicale, l'hypnothérapie ou de music-hall. Elle répond à des règles strictes. Actuellement, on voit des cabinets d'hypnose se monter un peu partout. Et on peut soigner, entre guillemets, par l'hypnose, tout. Le tabac, le burn-out, la douleur. Et ce qui est important, c'est que si vous avez un travail d'hypnose médicale à entreprendre, il faut vous assurer de ce qu'on appelle les antécédents, entre guillemets, de l'hypnothérapeute. Est-ce d'abord un thérapeute ? N'importe qui peut être thérapeute en hypnose, mais n'est pas forcément un soignant.
Or, l'hypnothérapie, l'hypnose médicale est réservée aux soignants, ce qui ne veut pas dire forcément que ce soit des médecins. Ça peut être des infirmières, des manipulateurs radio, des kinés, etc., mais des gens qui ont une formation soignante, des psychologues. Et donc, il faut être très méfiant par rapport à un certain nombre de thérapeutes, hypnothérapeutes, qui peuvent en fait jouer sur la vulnérabilité des personnes pour exercer des emprises. L'hypnose médicale, elle utilise les ressources du patient en lui redonnant ses propres moyens pour faire face à ses propres douleurs. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas à un patient des choses nouvelles, on fait surgir de lui-même des ressources pour faire les choses. En fait, c'est un petit peu comme si on leur proposait une sorte de décodage. Mais les ressources sont déjà dans le patient. Et puis, les techniques de neurosciences, on va vous en parler plus en détail juste après, a permis de montrer, l'imagerie cérébrale a permis de montrer que l'hypnose avait un effet et une efficacité, et en particulier en matière d'analgésie. Donc on est loin de l'ésotérique. La pratique de l'hypnose médicale doit être entourée d'un certain nombre de règles, et en particulier du respect d'un code éthique. Il faut que l'hypnothérapeute médical, soignant, sache rester dans son champ de son compétence et qu'il respecte aussi, bon, bien sûr, le code de déontologie habituel dans tous les soins, mais le fait de ne pas le rendre dépendant un sujet, de ne pas le faire d'emprise et d'être toujours dans la bienveillance. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une définition parmi d'autres, mais c'est une des plus célèbres, celle de Milton Erickson, qui est à la base d'un certain nombre de pratiques d'hypnose de maintenant, qui est une école d'hypnose très, très connue. Donc l'hypnose, c'est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscitée par la chaleur d'une autre personne. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous interpellent ? Donc on prendra vos questions en fin d'intervention, si vous le préférez. Merci beaucoup. Donc, professeur François Starck. Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, on va revenir sur des bases de l'hypnose médicale, effectivement. Alors, une définition de l'hypnose, pas facile, hein. On en retient une. On parle d'état de conscience modifié, état de conscience altéré, qui est caractérisé par une focalisation de l'attention qui contraste avec une réduction importante de l'attention prêtée aux stimuli de l'environnement et une diminution des pensées spontanées. Alors vous verrez dans la littérature, sur Internet, certains parlent de quatrième conscience, d'état de veille paradoxal, un quatrième conscience à côté de l'état d'éveil dans lequel vous êtes, j'espère tous là aujourd'hui, l'état de sommeil, le sommeil paradoxal pendant lequel vous rêvez, et puis il y aurait l'hypnose, cette quatrième conscience qui pourrait être un état d'éveil paradoxal, et l'hypnose pourrait être à l'éveil ce que les rêves sont au sommeil. Alors, l'hypnose en soi, le terme est peut-être mal à propos parce que ce n'est pas du sommeil. Ce n'est pas du sommeil, vous le verrez. Et certains, comme Fabrice Lacja, proposent plutôt des termes comme vigilonie. On est vraiment en état d'éveil, mais c'est un état d'éveil qui est particulier. Alors, il y a plusieurs types d'hypnose selon leur application médicale. Vous verrez dans la littérature, on peut parler d'hypnoanalgésie pour contrôler des douleurs, d'hypnosédation que l'on peut faire au bloc opératoire, en anesthésie, d'hypnothérapie à usage psychothérapeutique. Tous ces termes-là vont utiliser l'hypnose à des fins différentes. Alors, il y a plusieurs modalités d'hypnose. Vous le verrez tout à l'heure et sur le stand, n'hésitez pas. Il y a l'hypnose conversationnelle, qui est une forme simple qui va jouer sur le langage. Vous savez, il y a une influence majeure du langage sur le vécu ou le ressenti d'un événement. Et l'hypnose conversationnelle va se servir des principes de communication qui sont utilisés en hypnose à ces fins. C'est très important dans la relation entre le soignant et son patient. Et puis après, vous avez l'hypnose formelle, qui peut être l'hypnose singulière entre un soignant et son patient. On peut faire de l'hypnose en groupe.
On peut faire de l'auto-hypnose, et c'est d'ailleurs une des fins en soi de ces pratiques, où le patient, vous-même, pouvez vous mettre en auto-hypnose à certains moments. Alors l'hypnose médicale, l'hypnose thérapeutique, elle peut être définie, c'est Fabrice Lacja qui avait traduit cette définition de Montgomery, peut être définie comme une relation d'aide librement consentie entre un professionnel du soin qui a le qualifié et un patient pour participer à une technique psychothérapeutique fondée sur des suggestions. Vous verrez que l'hypnose repose sur ces suggestions qui vont être faites à différents temps de la séance d'hypnose. Et l'objectif est de produire un changement bénéfique chez le patient dans sa sensation, sa perception, sa cognition, etc. Alors voilà en gros comment se déroule une séance d'hypnose. Vous partez d'un état de veille restreinte ou ordinaire. Vous êtes soumis à des tas de stimuli extérieurs, de stimuli intérieurs, les pensées, et on va réaliser ce que l'on appelle une induction, avec des suggestions inductives, et progressivement, on va entraîner une réduction de tous ces stimuli par focalisation de l'attention. Et on arrive ainsi, en phase 2, à un état de dissociation, fascination, où vous avez une isolation sensorielle du patient. Et c'est à partir de là que vous rentrez dans cet état de veille paradoxale, où on va proposer là des suggestions à visée thérapeutique. Et c'est là où on va mobiliser, comme on vous le disait tout à l'heure, mobiliser, amplifier les ressources du patient. À la suite de cette phase 3, il faut revenir, et c'est important. Donc vous avez un retour, une phase de réassociation, avec un retour à la veille restreinte, où on peut faire également un certain nombre de suggestions, qui sont dites suggestions post-hypnotiques. On vous en reparlera tout à l'heure. Alors la grosse question, c'est est-ce que l'hypnose, est-ce que ça marche ? Quelle est la réalité neurophysiologique de l'hypnose? Est-ce qu'elle est efficace pour traiter un certain nombre de maladies? Alors il y a des tas et des tas de travaux dans la littérature. Vous avez des études scientifiques sur les mécanismes de l'hypnose, quelles sont les modifications cérébrales notamment entraînées par l'hypnose. Et puis aujourd'hui, on dispose d'études cliniques, comme on le ferait avec des médicaments, d'études cliniques pour évaluer l'efficacité thérapeutique de l'hypnose dans un certain nombre de situations. Alors, concernant les mécanismes de l'hypnose, il y a des travaux anciens qui ont étudié les effets de l'hypnose, notamment sur la douleur, sur le ressenti de la douleur. C'est un très bon modèle et on peut utiliser des volontaires sains avec une stimulation douloureuse parfaitement calibrée. Je vous rappelle juste la transmission du message douloureux. Vous savez, vous partez de la périphérie, on arrive à la moelle épinière, au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, où il y a un relais important. Et ensuite, vous avez des projections ascendantes vers le cerveau. Et globalement, au niveau cérébral, pour simplifier, vous avez des projections vers le cortex somatosensoriel qui va vous permettre de décrire la douleur, de la localiser, de définir une certaine intensité. Et puis, vous avez des projections vers le cortex insulaire, vers le cortex cingulaire antérieur. C'est là où va se situer toute la composante affective, émotionnelle de la douleur. Alors il a fallu attendre notamment les techniques d'imagerie fonctionnelle pour identifier les zones qui s'allument, entre guillemets, lors d'une stimulation douloureuse. Alors concernant l'hypnose, il y a des travaux anciens, des premiers travaux sur l'électroencéphalogramme qui ne montraient pas grand-chose. On n'est pas en état de veille, de sommeil pendant la séance d'hypnose. On a un rythme cérébral assez proche de celui de l'éveil. Par contre, il y a des travaux sur la douleur, des premiers travaux qui montraient, vous voyez, c'est les années 95, qui montraient une diminution, alors
je passe sur le réflexe R3, qui est un réflexe que l'on peut mesurer et qui traduit en fait l'étage médulaire de la transmission de la douleur. Et sous hypnose, on voit une augmentation du seuil douloureux. Et puis également, dans cette étude, il avait été bien montré une diminution de l'intensité de la douleur ressentie par le patient, ce qui veut dire que vous avez très certainement des mécanismes à la fois à l'étage médulaire, des mécanismes cérébraux, très certainement les mécanismes cérébraux via des afférences descendantes inhibitrices sont capables d'aller bloquer la transmission du message douloureux à l'échelle médulaire. Alors au niveau cérébral, depuis les années 2000-2005, il y a plusieurs travaux en imagerie fonctionnelle qui ont bien montré la réalité de ce que ressentait le patient sous hypnose. Vous prenez ici un patient à qui vous allez faire une stimulation douloureuse. On prend un volontaire, il y a différentes techniques, l'eau chaude, l'eau froide, stimulation laser, parfaitement calibrée. Et on voit s'allumer, regardez en bas simplement, on voit les zones du cerveau qui vont répondre à cette stimulation qui est réelle. Maintenant, vous prenez un patient sous hypnose et vous allez lui suggérer qu'il ressent la douleur. Et on voit également, sous hypnose, allumer ces différentes zones, les mêmes que lors de la stimulation réelle du patient. Par contre, ça c'est sous hypnose, si vous demandez à un patient simplement d'imaginer le fait d'avoir mal, là, les zones cérébrales ne s'allument pas. Également, on peut, sous hypnose, aller mimer des intensités différentes. Et vous avez ici une stimulation à un certain niveau que l'on peut reproduire parfaitement sous hypnose. Et on peut également reproduire des stimulations d'intensité différentes avec un degré au niveau cérébral en imagerie fonctionnelle dans ces zones qui vont s'allumer à des degrés moindres. Également, pour vous montrer la complexité des différentes voies, on peut, sous hypnose, aller moduler l'intensité de la douleur ou aller moduler la composante affective émotionnelle. Par exemple, vous avez, si vous faites une suggestion pendant une stimulation douloureuse en disant vous êtes de plus en plus confortable, cela demeure confortable, on est sur la notion de confort, on voit l'activité au niveau du cortex cingulaire antérieur qui va diminuer avec une diminution de la composante affective émotionnelle de la douleur. Inversement, on peut aller s'intéresser à la partie sensorielle, à l'intensité de la douleur et suggérer au patient qu'il va diminuer son intensité de douleur en imaginant un bouton que l'on tournerait, un potentiomètre que l'on tournerait. Et on voit ici la stimulation au niveau, cette fois-ci, cortical, du cortex somatosensoriel qui diminue. Alors vous voyez, ça, ce sont des travaux qui confirment les effets au niveau cérébral de l'hypnose, la réalité de cet état hypnotique. Alors maintenant, concernant l'efficacité thérapeutique de l'hypnose, est-ce que ça marche? Je vous l'ai dit, il y a des tas et des tas d'études. Si on prend la Bibliothèque nationale qui recense tous les travaux scientifiques, là j'ai fait ça il y a 15 jours à peu près, il y a, vous voyez, plus de 600 études, d'études cliniques bien conduites, qui étudient, qui comparent l'hypnose à d'autres traitements. À partir de ces études, l'Académie nationale de médecine en France a fait le point en 2013 sur ces thérapies complémentaires, dont l'hypnose. Et les conclusions de l'Académie pour l'hypnose, c'est l'hypnose s'accompagne de manifestations cliniques et neurophysiologiques qui en garantissent l'authenticité et légitiment son utilisation thérapeutique. Alors à l'époque, là en 2013, les indications qui paraissaient intéressantes, c'était tout ce qui était douleur liée aux gestes invasifs, notamment chez l'enfant, l'adolescent, on vous en reparlera tout à l'heure, également les effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses, mais
d'autres situations, vous allez voir, ont été évaluées. L'équivalent anglais, hein, la revue Cochrane, qui fait le point très très régulièrement sur l'ensemble des études de par le monde, a identifié 6 grandes indications thérapeutiques de l'hypnose avec un nombre suffisant d'études derrière. Il y a eu, vous voyez, depuis les années 2007, l'hypnose dans la schizophrénie, l'hypnose dans les colopathies fonctionnelles, l'hypnose pour des soins, bien sûr, soins dentaires, l'hypnose pour les addictions, le sevrage tabagique. Et puis, là, très récemment, est paru en début d'année, la prise en charge de la douleur pendant le travail et l'accouchement. Et puis, tout ce qui est préparation, pré- et post-opératoire des patients devant subir une anesthésie pour un acte chirurgical. Alors, pour finir, en France, l'an dernier est sorti un rapport de l'INSERM qui a évalué l'efficacité de la pratique de l'hypnose, donc sur la base de ces analyses de la Cochrane, également sur la base d'autres méta-analyses et des travaux plus récents. Pour eux, hein, il y a 2 indications aujourd'hui où on a suffisamment de preuves, hein, pour affirmer l'efficacité de l'hypnose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais on a des études méthodologiquement bien conduites qui montrent la supériorité de l'hypnose, hein, par rapport à d'autres techniques dans ces situations. La première, c'est l'hypnosédation au bloc opératoire, hein, qui va permettre de diminuer la consommation des hypnotiques, des analgésiques. Et alors, on associe l'hypnose, notamment lors de l'induction de l'anesthésie, à nos techniques. Et puis également, une autre indication avérée qui est l'effet bénéfique de l'hypnothérapie dans la prise en charge des colopathies, en gros. Je vous montre juste une étude, là, la dernière étude sur le sujet. On prend 90 patients, randomisés au hasard dans 2 groupes, traitement standard, médical, avec un accompagnement psychologique assez limité, en fait, sous forme d'interview. C'est une étude américaine. Et puis, un deuxième groupe avec des séances d'hypnose. Ce sont des séances d'hypnose en groupe, 6 patients par groupe, 45 minutes, sur une période de 12 semaines. Cette étude, les résultats montrent un effet bénéfique de l'hypnose à la fin de l'étude, au bout des 12 semaines, et surtout un effet prolongé. 15 mois après, vous aviez 55% des patients du groupe hypnothérapie qui étaient améliorés en termes de douleur, de confort de vie, versus à peine la moitié, 25%, dans le groupe standard. Voilà un exemple d'étude montrant l'efficacité de l'hypnose. Alors, également, il faut toujours parler, quand on parle d'efficacité, il faut parler de sécurité. Les données concernant la sécurité de l'hypnose sont tout à fait rassurantes. Il y a très peu d'effets indésirables. L'enjeu, comme cela a été dit, se situe plutôt au niveau éthique, au niveau juridique, l'encadrement de la pratique. Et le risque de l'hypnose apparaît vraiment très faible, hein, quand celle-ci est utilisée par un professionnel de santé. Voilà, en conclusion, vous voyez l'efficacité démontrée de l'hypnose aujourd'hui. Intérêt potentiel dans de nombreuses situations. Je vous en ai juste listé quelques-unes, mais il y en a des tas d'autres. L'hypnose, hein, je répète ce qui a été dit tout à l'heure, hein, l'hypnose permet de mobiliser les ressources internes du patient et participe à lui donner un rôle actif dans sa prise en charge. Et puis, on a encore besoin, hein, d'études cliniques bien conduites, hein, pour étudier l'hypnose dans d'autres situations. Je vous remercie. Je vais te prendre ta... Merci. C'est ça ? D'accord. Ok, bonjour. Moi, je me présente, Sylvie Colombani. Je suis médecin anesthésiste à l'Institut Bergonié. Alors, vu que François vous a parlé de l'efficacité de l'hypnose, moi, j'aimerais vous parler des formations médicales existant actuellement sur Bordeaux. Hein. On va rester sur Bordeaux. Alors, comme l'a dit Myriam tout à l'heure, ce sont des formations qui sont réservées aux soignants.
Et heureusement, parce qu'effectivement, ça évite les dérives. Et j'aimerais redire ce qu'a dit Myriam tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant de choisir un hypnothérapeute, renseignez-vous sur son parcours. Ça sera beaucoup plus sûr. Donc, en fait, tous les soignants que vous voyez décrits ici, j'en ai peut-être oublié, donc infirmières spécialisées ou non spécialisées, kinésithérapeutes, sages-femmes, psychothérapeutes, psychologues, cliniciennes, médecins, dentistes. Donc, alors sur Bordeaux, on a trois organismes de formation pour l'instant. Alors, l'organisme de formation que nous avons, l'Institut Bergonié, c'est l'organisme Atrium, qui concerne les médicaux, mais aussi les paramédicaux. Un autre organisme qui se trouve au niveau du CFPPS au CHU de Bordeaux, qui concerne, il me semble, surtout les paramédicaux, médicaux aussi. Et un autre diplôme que je coordonne avec François Stark et avec Bruno Brochet, donc le diplôme interuniversitaire bordelais d'hypnose médicale, dite médicale, clinique et thérapeutique. Ça fait un très long titre, mais on s'entoure de toutes les précautions. En fait, on est diplôme interuniversitaire et non plus diplôme universitaire, parce qu'en fait, on est en coopération avec 2 autres régions, avec Paris Sud et Montpellier depuis 2015, ce qui donne un peu de force à ce DU. En plus de cette coordination du DU d'hypnose, donc, nous animons à plusieurs un groupe. Vous pouvez noter les coordonnées de ce groupe si vous souhaitez rechercher un hypnothérapeute de confiance, quelqu'un qui a une formation COSU. Donc en fait, c'est un groupe qui existe depuis 2007-2008 et qu'on essaie de faire revivre avec tous les praticiens qui ont été bien formés à l'hypnose. Alors, donc il faut taper donc, sur votre moteur de recherche, donc hypnose33.org. Mais je souhaitais quand même vous montrer à quoi ressemble notre site, parce qu'effectivement, quand on tape hypnose33.org, on a tendance à tomber sur des choses assez improbables. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et si vous voyez cette page, certifiée par la Confédération française d'hypnose et thérapie brève, c'est le petit sigle que vous avez tout là-haut, ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est le cas de le dire. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça y est, vous commencez à avoir plein de questions qui arrivent. Ça tombe bien, justement. Nous allons avoir plein de personnes pour vous répondre sur tous ces sièges qu'on a installés là. On va leur demander de répondre très brièvement parce qu'on suppose qu'il y aura plein de choses à raconter. Voilà, voilà. Et si possible, de se mettre dans l'ordre. Alors là, on va voir à quelle vitesse. Ah ben non, voilà. Dans l'ordre pour que les gens puissent vous identifier plus facilement. Donc on a Marie, Alix, Jenny, Sylvie, Emmanuel et Sylvie. Voilà. Alors, oui, on va. Alors, il y a un micro qui est là. Donc, elles vont rapidement vous dire. Bon, vous avez leur spécialité, mais elles vont rapidement vous dire en 2 phrases, s'il vous plaît, juste comment elles utilisent l'hypnose, quel est leur rapport avec l'hypnose, parce que on voit que ça peut être varié. Et surtout, voilà, après, toutes vos questions. Bonjour à tous. Donc moi je suis Marie Flossia, je suis médecin à l'hôpital au CHU de Bordeaux. Je suis gériatre, donc je m'occupe des personnes âgées. Et donc en gériatrie, actuellement il y a une 50aine de personnes qui sont formées à l'hypnose sur la gériatrie. Et donc on utilise l'hypnose nous principalement sur la douleur, alors aiguë, induite par les soins, les plaies des patients, etc. La douleur chronique et puis les problèmes de comportement aussi des patients qui ont des troubles de la mémoire comme les maladies d'Alzheimer. Juste un petit mot rapide, par exemple, sur le CHU de Bordeaux, pour vous dire quand même l'ampleur que ça commence à prendre. Sur tout le CHU, actuellement, il y a à peu près 250 personnes formées à l'hypnose. Donc, un quart de médecins et 3/4 de soignants, infirmières anesthésistes, psychologues, manipulateurs radio, kinés. Donc, finalement, il y a du monde, à peu près des gens formés quasiment dans tous les services de l'hôpital. Et donc, nous avons structuré ça sous un groupe qui se réunit régulièrement, qui s'appelle HIPHOP, Hypnose Hôpital, et qui permet de pratiquer entre nous. Donc voilà. Bonjour, donc je suis Alix Trèves, infirmière à Bergonié en chirurgie. Donc je pratique l'hypnoanalgésie, donc surtout pour les
les soins, donc la douleur, enfin l'hypnose au niveau des douleurs, les soins induits, voilà, pardon, par la douleur. Et aussi un peu en amont, en pré-op pour tout ce qui est hypnose stress, voilà, ça peut amener du confort aussi avant l'opération et continuer après l'opération pour des soins qui pourraient être douloureux. Alors, on m'a posé la question sur les ateliers, ça peut être dit, proposé, et suivant les patients, ça peut être juste de l'hypnose conversationnelle. Donc voilà, ça amène un confort dans les soins et beaucoup moins de stress et beaucoup moins de douleur, donc ça c'est sûr. Voilà. Puis je vais passer. Bonjour, moi je suis Jenny Sourzac, infirmière en chirurgie aussi gynécologique à Pellegrin, et je propose des consultations d'hypnose pour les patientes qui ont des douleurs chroniques ou des patientes qui ont une anxiété préopératoire importante avant une intervention chirurgicale. Voilà, et puis j'ai aussi un projet de recherche en cours qui est financé par le CIRIC Brio sur montrer l'intérêt d'une séance d'hypnose en préopératoire pour diminuer l'anxiété préopératoire chez des patientes qui sont hospitalisées en chirurgie gynécologique. Voilà. Bonjour, donc moi je m'appelle Sylvie Berciot, je suis pédiatre au CHU de Bordeaux. Je travaille sur 2 sites, une consultation douleurs chroniques dédiée aux enfants adolescents et aux urgences pédiatriques. Donc j'utilise l'hypnose dans ces 2 circonstances, à la fois dans la douleur chronique, où là on apprend l'auto-hypnose aux enfants et adolescents pour les aider dans la gestion de leur douleur, et aux urgences pédiatriques, où là c'est plutôt de la douleur induite par le soin, et donc dans l'urgence. Voilà. Bonjour, je suis Emmanuelle Rouen, je suis psychologue clinicienne. J'ai fait une partie de ma formation en hypnose à l'Institut Bergonié et j'ai participé notamment à une étude qui s'appelle Hypnose Stress, comme Alix, qui visait à essayer de montrer comment, en intervenant en hypnose avant une intervention pour une chirurgie du sein, finalement cela permettait, par une réduction de l'anxiété, d'avoir un effet sur le post-opératoire avec une diminution des douleurs dans leur dimension chronique. J'interviens aussi également évidemment en tant que psychologue sur la dimension émotionnelle liée à la douleur, mais liée aussi à l'anxiété liée à la maladie, avec voilà, l'idée de transmettre l'outil. Je crois que c'est un message qui est important, c'est que l'hypnose, c'est une pratique qui vise à l'autonomie de la personne que l'on accompagne, en lui permettant petit à petit de trouver par elle-même les chemins qui va lui permettre de retrouver cet état et dans les objectifs qu'elle se fixe elle-même. Voilà. Bon, je me suis présentée, donc on va peut-être passer directement aux questions. Je pense que ça sera plus interactif. J'ai un micro qui a une première question qui se lance. Hop. C'est une question assez concrète. Est-ce que vous pratiquez, ou est-ce qu'à Bordeaux, ça se pratique, l'anesthésie sous hypnose pour les coloscopies? Alors à Bergonié, oui, on fait régulièrement, on fait des coloscopies et des fibroses gastro-duodénales avec notre gastro-entérologue qui est habitué actuellement, puisque ça fait plusieurs années qu'on le fait, sous hypnose. Alors là, on ne fait même pas de sédation, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est simplement de l'hypnose. Et le vécu de la coloscopie est transformé. D'autres questions? Oups, je peux pas là. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'utilisation de l'hypnose ? Alors classiquement, on dit que les psychoses sont une contre-indication. Or, il s'avère que ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de psychiatres maintenant qui utilisent l'hypnose dans les traitements des psychoses. Et puis, il y avait une contre-indication à laquelle je tiens, en fait, qui n'en est finalement pas une. On nous disait aussi que dans le grand âge, ça ne fonctionnait pas. Or, ce n'est pas vrai du tout et ça fonctionne très bien. C'est juste que les techniques sont différentes.
En fait, chacun pratique dans son domaine de compétences. C'est-à-dire que moi, je suis gériatre, je ne vais pas aller faire de la pédiatrie et je ne vais pas aller traiter des psychoses, parce qu'en temps normal, je ne sais pas le faire, donc je ne saurais pas le faire. Par contre, chacun, dans son domaine de compétences, sait gérer telle pathologie, donc pourra l'utiliser en hypnose. Alors justement, comme on est là-dessus, est-ce qu'on peut avoir une idée de la différence que ça peut être entre, justement, par exemple, les enfants et les personnes âgées? Est-ce que c'est différent des adultes, déjà classiques, les enfants, et est-ce que les personnes âgées sont un cas particulier? Alors, pour la pédiatrie, on dit qu'on peut utiliser l'hypnose dès la naissance. Alors évidemment, ce n'est pas de l'hypnose formelle. Pour faire une séance d'hypnose formelle, comme vous l'avez montré le professeur Stark, il faut que l'enfant ait à peu près 6-7 ans. Et entre 6 ans et 14 ans, c'est vraiment la période où ils sont, on dit, très inductibles. C'est-à-dire qu'on arrive très facilement à les mettre en état d'hypnose. Après, ce qui peut être déconcertant, c'est que les enfants, quand on leur fait une séance, ils sont rarement statiques. Ils vont bouger, ils vont se mettre à parler. On dit qu'ils ont une transe instable, c'est-à-dire qu'ils vont passer de l'état d'hypnose à l'état non-hypnose assez facilement et plusieurs fois pendant la séance, ce qui peut être un peu déroutant si on n'a pas l'habitude. Après, quand on arrive chez les adolescents plus grands, ça retombe sur des séances d'hypnose presque comme pour l'adulte. C'est plus les techniques pour les mettre en état d'hypnose qui vont changer. Chez le tout petit, ce n'est pas de l'hypnose formelle qu'on utilise. Chez les vraiment tout petits, 0 à 2 ans, on va utiliser des stimulations notamment olfactives, l'odeur de la maman, d'un doudou, quelque chose de réconfortant. Des musiques aussi qui pourraient être utilisées par les parents à la maison, qu'on peut remettre dans des situations qui pourraient être stressantes pour l'enfant lors d'un soin, par exemple, et qui pourraient l'apaiser. Et à partir de 2 ans à 6 ans, on va beaucoup utiliser tout ce qui est imagé, donc des bulles de savon, les histoires, faire parler le doudou, faire la séance sur le doudou, mais finalement l'enfant le fait avec nous. Et c'est quelque chose de très, très interactif. C'est-à-dire que l'enfant, pendant la séance, va avoir les yeux ouverts, va parler, et pour autant, il sera en état d'hypnose. Pour vous donner un exemple concret, aux urgences pédiatriques, pour suturer un enfant qui refusait, on utilise parfois un masque qui s'appelle le Méopa. Bref, il refusait ce masque et on devait lui faire des points de suture. Et sauf qu'il ne voulait absolument pas qu'on l'approche et qu'on le touche. Et donc, on dit qu'ils sont dans ces cas-là en hypnose négative. Ils sont complètement focalisés sur leur douleur et ce qu'on doit leur faire, et ils sont verrouillés. Et donc, du coup, on est parti sur toute autre chose. Et j'ai commencé à lui demander ce qu'il aimait bien faire. Il aimait bien jouer au tennis. Et donc, j'ai pris un peu le parti de lui dire, moi, je ne sais pas du tout jouer au tennis. Qu'est-ce qu'il me faut pour jouer au tennis? Alors, il a commencé à tout m'énumérer. Donc, j'ai dit, OK, je prends ma raquette, mais elle est de quelle couleur, etc. On a tracé les lignes du terrain. Bref, on a fait un match de tennis. Et tant et si bien qu'à la fin du soin, la maman me dit, on reviendra jouer plus souvent au tennis ici. Je pense qu'elle aussi, elle était un peu partie dans le match. Et donc, on a intégré tout ce qui se passait dans l'histoire. C'est-à-dire que je lui dis, il ne faut pas mettre un bandeau quand on joue au tennis. Des fois, si j'ai chaud, que je transpire, il me dit, oui, on va mettre un bandeau. Donc là, on lui a commencé à lui coller le champ, etc. Donc on a intégré le soin à l'histoire hypnotique. Et donc ça marche effectivement très, très, très bien. Et quand on s'aide du Méopa, c'est encore plus facile de les induire. C'est-à-dire que c'est un gaz qui, qui ajoute sur l'analgésie, mais qui est aussi un peu euphorisant. Donc là, ils partent encore plus vite. Donc ça marche très bien et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà. Et alors le cas particulier des personnes âgées? Et donc dans le grand âge, cliniquement, nous on avait l'impression en gériatrie que finalement ça fonctionnait très bien, mais on nous disait que non, les études montraient que non. Et en fait on est très, très content parce que cette année, là en 2016, est sortie une étude qui montre qu'il y a une suggestibilité élevée dans l'enfance, que ça baisse un peu après, mais qu'on est parfaitement suggestible, et que ça réaugmente avec l'âge. Et c'est effectivement ce qu'on se rend compte. Donc finalement, chez quelqu'un qui n'a pas de problème de mémoire, ça se passera comme chez vous, comme à tous les âges. Chez quelqu'un qui a des problèmes de maladie de la mémoire, alors si c'est très léger ou modéré, on utilisera les techniques habituelles, mais avec des séances parfois plus courtes, parce que les gens se fatiguent un peu plus vite. Il y a aussi la même chose un peu qu'on rencontre, les gens souvent discutent aussi pendant, ce qui est en général, au début, surprend un peu. Mais finalement, on a effectivement des discussions aussi comme en pédiatrie. Et alors quand les gens ont au niveau cognitif qu'ils ont des capacités très altérées, là on est plus dans une conversation adaptée. Donc on rentre plus, c'est plus vraiment, on part du principe que le patient est déjà dans une transe qui est la sienne, hein. En général, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ces patients, mais ils ont 35 ans ou ils ont 55 ans. Et si on les remet dans leur réalité en disant, non, vous avez 85 ans, vous êtes en maison de retraite, etc.,
bah, oui, mais ils ne vous croient pas, puis ça ne les rassure pas. Donc en fait, on va dans leur sens et on reste dans ce sens bienveillant, dans un endroit, vous êtes dans un endroit de sécurité. Souvent, on a des dames, qui veulent donner un exemple, qui nous disent à 4 heures de l'après-midi, qui s'inquiètent parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école. Donc si on leur dit, ben non, vous savez, vous êtes en maison de retraite, vos enfants, ils sont à la retraite, elles vont vous croire 5 minutes, puis dans 5 minutes, elles vont recommencer. Par contre, si vous allez dans ce sens-là, c'est un peu la même chose que ce que vient de vous dire Sylvie, hein, en disant, oui, effectivement, ils sont à quelle école, mais vous n'êtes pas arrangé avec la voisine. Ah non, c'est avec votre amie, effectivement. Et cette amie, elle est gentille, etc. Vous allez chercher, vous allez chercher le lundi et elle le mardi. Et du coup, les gens sont apaisés et restent tranquilles jusqu'au lendemain. Effectivement, ça risque de recommencer ou pas. Donc ce sont des techniques différentes, des techniques bienveillantes différentes. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, là-bas. Une petite main s'est levée. Bonsoir. Est-ce que tout le monde est inoptisable? J'allais le dire autrement. Très bien, merci. Alors, 80% de la population est hypnotisable. Donc, il y a de l'espoir hein, pour nous. On a de quoi faire. Après, ce que vous voyez, c'est que Mesmer passe bientôt sur Bordeaux. Je lui fais de la pub, hein, mais il passe le 25 et 26 octobre sur Bordeaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces spectacles. En fait, il sélectionne ses clients, puisque ce sont des clients, avec des tests de suggestibilité qu'il fait très rapidement. Et en fait, ces gens qui sont sélectionnés, ils font partie des 10% qui sont d'emblée en hypnose profonde. Parce que parmi les gens qui sont suggestibles, il y a 10% de la population qui est très suggestible. C'est-à-dire qu'on peut hypnotiser là très très vite. Donc effectivement, c'est un peu biaisé. Nous, en fait, notre quotidien, que ce soit Marie, Alix, Jenny, Sylvie et Emmanuel, ou moi, en fait, on travaille avec des patients qui ont des suggestibilités différentes. Donc effectivement, si on a un patient très suggestible, ça va être très facile, ça va aller très vite. Par contre, un patient qui va être plus résistant, ben là, il va falloir se trouver des solutions. Et d'où l'intérêt de pratiquer l'hypnose dont a parlé Myriam tout à l'heure, l'hypnose ericksonienne, parce qu'Erickson, en fait, a complètement transformé l'hypnose traditionnelle de cabaret que tout le monde voit actuellement en hypnose indirecte, permissive, pour pouvoir contourner les résistances des patients résistants. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Je vais juste vous donner un petit exemple. J'avais une patiente à laquelle je proposais un soin sous hypnose, une ablation de redon, un soin qui peut être un peu douloureux. Et elle se disait très dans le contrôle, ne pas y croire, et voilà. Donc en fait, on peut aussi servir de la réaction du patient. Donc je lui dis, mais oui, on va pas essayer, mais par contre, si vous êtes très dans le contrôle, je vais vous expliquer exactement comment je procède. Et en fait, finalement, je suis partie sur une hypnose conversationnelle et à vraiment lui décrire tout mon soin, qu'elle surveille bien, que je passe bien à cet endroit-là pour telle raison. Et sans s'en rendre compte, finalement, elle a été mise sous hypnose. Elle a eu ce soin et elle n'a pas senti l'ablation du redon. Elle a eu un autre vécu. Et après, on en a reparlé. Et finalement, elle a pris conscience que c'était possible même pour elle. Donc, il y a des croyances qu'on peut avoir personnellement. Mais on peut aussi se servir de ces réactions, de ces mécanismes de défense. Voilà. Et du coup, ça a vraiment encore mieux fonctionné qu'avec quelqu'un qui se croyait plutôt... facilement avec un lâcher-prise facile ou autre. Et elle, en utilisant son contrôle, et finalement, elle a eu un soin qu'elle n'a même pas senti. Voilà. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que contrairement il y a une vieille idée en France qui est véhiculée par Charcot, qui date du 19e siècle, où l'hypnose, c'est pour les hystériques et les faibles d'esprit. En fait, vous savez, vous connaissez sûrement cette image où on voit le professeur Charcot à la salpêtrière avec Augustine là, qui se pâme en arrière. En fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on se rend compte que les gens qui sont très suggestibles, ce sont des gens qui ont une attention supérieure à la moyenne. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, effectivement, ce sont des gens qui sont probablement, qui ont une meilleure attention. Ouais. On ne peut pas le dire autrement. Alors, on me dit qu'on n'a plus droit qu'à une seule question. Donc, qui veut prendre la dernière question?
Moi, j'en ai une. Qu'est-ce que ça change dans vos pratiques à vous? Alors, peut-être Jenny. Voilà, s'il y a d'autres remarques. Qu'est-ce que, entre ce que vous pourriez faire si vous n'étiez pas formé, et qu'est-ce que ça peut changer? Pour moi, c'est vraiment un outil en plus dans ma pratique d'infirmière. Ça permet vraiment d'améliorer les soins, autant de diminuer la douleur que l'anxiété. Et vraiment, dans n'importe quel soin, le fait de, même si c'est seulement de l'hypnose conversationnelle, juste avec quelques mots, on peut vraiment améliorer la qualité des soins et du relationnel avec les patients. Quelques mots comme quoi, juste pour que les gens se rendent compte, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Simplement des phrases qu'on pouvait avoir l'habitude de dire avant. Par exemple, avant de faire une prise de sang, dire « attention, je vais vous piquer, ça ne va pas faire mal ». Le patient, il entend « attention, piquer, mal ». Et donc, il appréhende. Et finalement, quand on va réaliser le soin, alors que finalement, de dire « je vais mettre un petit élastique, ça va serrer bien le point ». Et puis, lui parler d'autre chose. Quand on fait la prise de sang est finie et le patient, en général, s'est pas aperçu qu'on l'avait piqué. Donc voilà, les soins se passent vraiment mieux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir sur ce que ça change dans leur pratique? Alors évidemment, en hypnothérapie, avec un abord de psychothérapie, ça change aussi beaucoup les choses. On parle beaucoup de l'hypnose ericksonienne, mais il n'y a pas que cette approche-là pour utiliser l'hypnose en psychothérapie. Et ça nous apporte beaucoup d'éléments, notamment sur ce qui se passe au niveau du psychisme d'une personne. Pour vous donner un exemple, c'était une personne qui commençait un épisode dépressif très important, mais qui n'avait pas encore repéré tous les symptômes de la dépression. Et sous hypnose, on utilise souvent le lieu de sécurité, qui est un endroit où la personne va pouvoir trouver des ressources intérieures pour s'apaiser, etc. Et en l'occurrence, c'est une dame qui aimait beaucoup la plage, donc on était parti sur l'idée d'une plage. Et quand je lui ai fait décrire cette plage, eh bien c'est là qu'on se rendait compte que la dépression commençait à arriver. Parce qu'elle m'a dit cette plage est étrange, la lumière est blafarde, le sable n'est pas très propre. Il y avait des éléments qui étaient encore inconscients chez la personne, qui pouvaient comme ça devenir accessibles et se rendre compte un petit peu de ce qui se passait en arrière-plan sur le psychisme. Et puis évidemment, en psychothérapie, il y a aussi beaucoup d'applications sur la prise en charge du trauma. On n'en a pas tellement parlé, mais sur la dimension émotionnelle et les événements traumatiques des personnes. Et c'est tout un champ qui commence aussi à être bien évalué au niveau clinique. Et on se rend compte que c'est un outil intéressant pour accompagner ces personnes. Dernière petite remarque, mais pour revenir à ce que dit le professeur Stark, c'est vraiment aussi faire prendre conscience à nos patients, déjà qu'ils peuvent être acteurs et qu'ils ont énormément de ressources en eux. Donc voilà, c'est pas juste être objet de soignant et à la merci, enfin la merci c'est négatif, péjoratif, mais voilà, que vraiment on a beaucoup de ressources en nous, qu'on peut être acteur et qu'on peut l'utiliser après aussi dans d'autres moments de la vie que la maladie ou la douleur. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je remercie tous les professionnels qui sont venus non seulement à la conférence, mais aussi sur le stand et pendant ce week-end. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand. Voilà, plein d'expériences différentes à partager avec vous. Merci, bonne fin d'après-midi.